Voilà, donc je voudrais saluer euh, mes parents de la Gambie, du Sénégal et de la Catalogne. Je pense à Lola Lopez. Merci. Je pense également, je remercie Victor et Babacar pour m'offrir cette opportunité de pouvoir échanger avec nos amis de la Gambie et du Sénégal sur leur histoire. Et je crois que c'est très bien, c'est très intéressant de, de pour elles de s'interroger sur leurs racines, leur origine et leur identité. Et je crois que c'est en étant informées et éveillées et conscientes de leur identité qu'elles peuvent davantage s'affirmer dans la société catalane et dans le monde. Je crois que c'est très bien, c'est une démarche très importante que cet échange que nous avons sur tous les aspects de la culture et particulièrement aujourd'hui, nous allons parler des pays et des langues de la communauté mandé. Bon, voilà, en primer lugar, eh, saludaros a todas, a todos por vuestra presencia y también saludar a la Lola y deciros que vosotras que sois de Gambia y Senegal es muy importante conocer vuestras identidades de aquí y de ahí y poder participar como unas ciudadanas más en donde estáis viviendo. Yo creo que es muy importante que podríamos iniciar este diálogo sobre los países y las lenguas mandé. Donc, l'objectif que je me fixe au cours de cette conversation, c'est de vous apporter un éclairage sur la communauté linguistique mandé. Donc, si, si on y va petit à petit, professeur, ce serait beaucoup mieux. D'accord. Donc, entonces, el objetivo que me voy a fijarme en esta presentación es un poco explicaros la comunidad lingüística mandé en la era de la globalización, en su actualidad. Je crois que c'est très intéressant et nous avons déjà eu une séance sur les Soninké et la diaspora Soninké. Avant même que l'ère de la globalisation ne s'installe, les Soninké étaient déjà dans la globalisation. Et nous allons voir que c'est la même situation que nous avons également avec la communauté linguistique mandé. Tuvimos un diálogo con la comunidad lingüística soninke y bueno, habíamos aprendido que estaban también en la era de la globalización mucho más antes de lo que está pasando. Hoy mismo vamos también a seguir este diálogo con la comunidad lingüística mandé, que refleja una otra comunidad que está también en ese mismo rango. Voilà. Et nous allons aborder deux points. Un premier point, c'est de vous présenter les communautés linguistiques que nous voyons dans le Sahel. Et quand je parle du Sahel, je comprends le Sahel de façon large, c'est-à-dire de l'Atlantique, de l'Atlantique presque à Djibouti. C'est toute cette zone entre le Sahara et le reste de l'Afrique que nous appelons le Sahel. Donc, nous allons voir un peu les communautés linguistiques. Et dans la deuxième partie, nous allons voir la communauté linguistique mandé. Nous allons voir l'aire géographique, où est-ce qu'on les trouve, et surtout, qu'est-ce qui fait les traits distinctifs de la communauté mandé. Voilà. Por lo tanto, para abordar este tema lo haremos en dos partes. En la primera parte voy a abordar el tema de las comunidades lingüísticas del Sahel. Cuando hablo del Sahel, aquí quiero reflejar la amplia zona donde están, yéndose desde el Atlántico hasta Djibouti, es decir, del Sahara al resto de África. Sería la primera parte. En la segunda parte me gustaría abordar el tema de la comunidad lingüística mandé, hablando
su área geográfica y de sus rasgos distintivos. Voilà. Donc, en introduction, pour ouvrir juste la conversation, je rappelle que nous avions vu les Soninké et on avait constaté une chose. Ce sont les Soninké qui ont fondé un des plus anciens empires en Afrique de l'Ouest. Et c'est dans le même sillage des Soninké que nous constatons que la communauté linguistique mandé, elle est remarquable également par son ancienneté et qu'elle remonte à près de 5300 ans, mais elle se présente avec des branches très, très, très variées que nous allons voir. Por lo tanto, como modo de introducción, me gustaría deciros, al igual que los Soninké, que fundaron uno de los imperios más antiguos del África Occidental, la comunidad lingüística Mande destaca también por su antigüedad. Yo podría decir, data desde hace unos 5.300 años y tiene varias ramas. Voilà. Donc, dans la première partie, nous allons voir la communauté linguistique dans le Sahel. Et ici, le trait dominant, nous avons une grande diversité des communautés linguistiques. Por lo tanto, es importante en la primera parte, lo que decía antes de las comunidades lingüísticas de Sahel, resaltar que tienen una gran diversidad lingüística. Voilà. Et lorsqu'on examine les familles linguistiques, on en remarque trois. Il y a trois grandes familles linguistiques. Il y a ce qu'on appelle le nilo-saharien, le afro-asiatique et le Niger-Congo. Por lo tanto, si miremos las comunidades lingüísticas que hay en esta parte, hay tres grandes familias, los nilo-saharianos, los afroasiáticos y el Niger-Congo. Voilà. Alors, le premier groupe, la première grande famille, qu'on appelle la famille nilo-saharienne, c'est là où l'on voit le sonrail. Regardez le sonrail, c'est le vers Gao, au Mali, au nord, dans la zone désertique qui est proche de l'Algérie, de la frontière algérienne. Mais il y a encore des discussions entre les spécialistes linguistes de savoir s'il faut considérer le sonrail comme faisant partie du nilo-saharien. Por lo tanto, la primera familia sería la familia nilo-sahariana, que representa lo que es el sonrail. Pero aquí, a partir de esta clasificación, aún se discute si se debería tener en cuenta que esta familia forma parte de lo que sería la familia lingüística del Sahel, tocando un poco la frontera algerina. Ensuite, nous avons la famille afro-asiatique. Et dans cette famille afro-asiatique, nous pouvons signaler trois langues. Le Haoussa, le Haoussa, une partie du Niger parle le Haoussa. Nous avons également le Haoussa au Nigeria. Nous avons la langue berbère, le Tamashek. Le Tamashek, c'est la langue qui est parlée par les Touaregs, qu'on appelle la langue aussi sémitique. Et il y a le Hassania, qui est une langue qui est parlée par les Maures. Donc, ce sont là les trois grandes langues que nous considérons comme étant dans la famille afro-asiatique. Entonces, la segunda familia que decía sería la familia afroasiática, que aquí tenemos tres lenguas, el Hausa, la lengua bereber Tamashek del pueblo Tuareg, también la lengua semítica Tuareg y también la tercera sería la Hassania, que sería la lengua de los moriscos, que es la que hablan en la zona también. Et il y a le Congo-Niger. Le Congo-Niger, c'est cette famille qui va nous intéresser, parce que si on regarde, il y a trois groupes. Il y a ce qu'on appelle le groupe atlantique, il y a le groupe Gour
souvent appelé aussi le groupe voltaïque, du nom du fleuve de la Volta, et le groupe Mandé. Ce sont donc trois grands groupes que nous avons qui constituent la famille Niger-Congo. Entonces, para la tercera familia que quería abordar es la familia Níger-Congo. Aquí hay tres grandes familias lingüísticas que son el grupo atlántico, el grupo Gur, a menudo que llaman voltaico, por el río Volta, y el tercer grupo es el grupo Mandé. Voilà. Et le groupe atlantique, c'est dans ce groupe que nous retrouvons le Fulfulde, les Peuls. C'est là également où nous trouvons le Wolof, les Sérères, les Djola. C'est le groupe atlantique. Et le groupe Gour, c'est là où nous avons le Sénoufo. C'est là également où nous avons le Minyanka. C'est là également où nous avons le Bonou et le Bobo. Pues en este grupo atlántico que decía, representa el Fulani, el Fulfulde, donde también vemos los Wolof, los Sere y los Diola. El otro grupo es el grupo Gur, incluye el Senufo y la Minyanka o el Minyanka, y tercero la Boamu o Bobo. Voilà. Donc, pour définir le groupe Mandé, on dit ce qui n'est pas le groupe Mandé. Donc ça, c'est pourquoi on a défini. Maintenant, on arrive au groupe Mandé. Et si on regarde dans le groupe Niger-Congo, la langue la plus importante est constituée par le groupe Mandé, n'est-ce pas? Et parmi eux, nous avons également des sous-groupes. Et dans ces sous-groupes, le plus important, c'est les Mandingues dominants. Et dans les Mandingues dominants, nous avons les Bambara, les Maninka, les Djoula, les Khasonké. Et deux autres langues de l'Ouest, le Soninké et le Bozo. Bueno, por lo tanto, hablando de la familia Níger-Congo, el grupo Mandé es el más numeroso. Con este grupo Mandé, el Mandingo es dominante. Aquí son las diferentes lenguas, Bambara, Maninka, Djoula y Hosanke. Y hay dos lenguas Mandé también del oeste, que es el Soninké y el Bozo. Voilà. Et là, nous allons maintenant voir le groupe Mandé. Le groupe Mandé. Le groupe Mandé. Bueno, ahora pasaremos a conocer, a ver el grupo Mandé. Son origine, l'ère géographique et ce qui fait la particularité du groupe Mandé. Bueno, aquí hablaremos de la área geográfica, de sus rasgos distintivos, como decía antes. Voilà. Et vous avez ici, sur la carte, en jaune, le groupe Mandé, n'est-ce pas? Avec, on le voit, ça va du Sénégal, du Mali, de la Gambie. Nous allons également aller un peu plus au sud, la Guinée-Bissau. Et si vous regardez, ça va aussi sur le Burkina Faso. Et tout ça, c'est c'est dit donc que c'est vraiment la langue la plus importante en Afrique, le groupe linguistique le plus important au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Bueno, como podéis ver en el mapa que os presento, en la parte amarilla es el grupo Mandé es un grupo muy interesante, muy extensa, donde va de Senegal a Mali, Gambia, al sur de Guinea, al sur de Guinea-Bissau, Burkina Faso. O sea, para que veáis que es una lengua muy, muy importante en la zona. Voilà. Et donc, si on regarde la famille Mandé, comme j'ai dit, elle est la plus importante en Afrique. Aujourd'hui, tous les linguistes sont d'accord pour considérer que c'est la langue la plus importante en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest subsaharienne. On retrouve dans le groupe Mandé 60 à 75 langues. Et il y a à peu près 30 à 40 millions de locuteurs, c'est-à-dire de personnes qui parlent, qui non seulement comprennent, mais qui parlent la langue, une des langues Mandé.
Por lo tanto, es importante resaltar que el mande es una familia lingüística que tiene un tamaño medio de toda África subsahariana, África occidental, que también comprende entre 60 a 75 lenguas habladas. Aquí decimos más de 30 a 40 millones de hablantes. Voilà. Donc, on le voit, c'est une communauté large. Elle est ancienne aussi. Elle est large, elle est ancienne. Por lo tanto, combinamos dos cosas. Es una comunidad muy amplia, muy extensa, y también es una comunidad muy antigua a nivel lingüístico. Alors, si on regarde du point de vue de l'histoire, du point de vue de la chronologie, on la situe entre 5000 et 5500. Si, pour vous donner une idée, aujourd'hui, si vous comptez avec l'ère chrétienne ou l'ère musulmane, nous sommes avec l'ère chrétienne, nous sommes en l'an 2023. C'est-à-dire que nous sommes simplement à 2000 ans. 2000 ans. Alors, imaginez 2 fois 2000 ans par rapport à la durée, à l'ancienneté de la communauté linguistique. Donc, toute cette partie du Sahara occidental, c'est vraiment occupé par des gens qui parlent le mandé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les linguistes classent le mandé dans la grande famille Niger-Congo. Bon, mais c'est une question qui est discutée entre les spécialistes. Nous gardons ça comme hypothèse, mais c'est discuté parce que certains chercheurs constatent que, à comparer les langues du groupe Bantou, par exemple, avec les langues mandées, on ne trouve pas d'équivalent morphologique. Donc, il n'y a pas toujours de ressemblance. Mais c'est une question, vous savez, les linguistes procèdent par classification et nous allons revenir dans les classifications. Et les classifications changent, ça évolue avec la recherche scientifique. Donc, bueno, c'est l'ancienneté. pardon, sorry. Voilà. Retenons en résumé, c'est l'ancienneté, vraiment l'ancienneté des langues mandées. Bueno, de manera resumida, tenemos que tener en cuenta que la antigüedad del mande como lengua, y según datos glotocronológicos, es importante ver su profundidad genética, que se sitúa entre hace 5.000 a 5.500 años esta lengua. Es importante decirlo, se encuentra en toda la parte occidental del sur del Sahara. Han habido investigaciones, seguramente hay dudas en este nivel, pero principalmente podemos decir que son lenguas muy antiguas que forman parte de la macrofamilia Níger-Congo. Bueno, que unos investigadores lo dudan, principalmente por la falta de datos lingüísticos, pero algunos investigadores también están teniendo en cuenta eso por la falta de equivalentes morfológicos. De todas maneras, es importante tener en cuenta que forman parte de las lenguas más antiguas. Voilà. Donc, après l'ancienneté, nous passons à l'origine de la communauté mandé. Bueno, después de la antigüedad, vamos a pasar a explicar el origen de esta lengua mandé. Alors, quand on parle du terme mandé, on pense immédiatement à l'empire du Mali. Hein? Et la plupart des langues sont supposées venir de l'empire du Mali. Ok, el término mandé se refiere un poco al antiguo imperio del Mali, del que supone que proceden estas lenguas. Oui, et il faut regretter une chose, jusqu'à présent, il n'y a pas encore beaucoup de linguistes africains qui ont étudié les langues. Et la plupart des résultats que nous avons, ce sont des résultats qui sont faits par des Européens, hein, ou des Américains
qui ont travaillé sur les langues. Et ça qui fait que on dit que quand on dit que la plupart de ces langues proviennent de l'Empire mandé, c'est effectivement une construction qui a été initiée en 1854 par un missionnaire allemand, Sigismund Coel, qui, dans son ouvrage Polyglotta Africa, hein, a mentionné qu'il y avait 13 langues dans ce qu'il appelle le nord-ouest du Haut-Soudan, et on utilise le terme Mandinka. Voilà. De acuerdo. Bueno, por desgracia o desgraciadamente, no hay muchos lingüísticos africanos que han estudiado estas lenguas y la mayoría de la literatura o de las investigaciones que han habido le han hecho europeos, ¿no? Eruditos europeos. Por lo tanto, aquí me gustaría decir, aparte de que el Mande se refiere al antiguo imperio del Mali y ha habido un investigador o un alemán que se llama Sigismund Coele, en su obra Poliglota Africana, él ha mencionado que hay 13 lenguas bajo el epígrafe Alto Sudán Norte-Oeste, ¿no? Y hablaba del Mandinga. Alors, quand on regarde très bien, on voit que le Mandinka, c'est une segmentation, c'est une interprétation, c'est un mot fabriqué à partir de Mandé, du Mandé, et pour signifiant les habitants du pays Manden. Alors, quand on l'analyse, on se rend compte effectivement que il a analysé le NK comme le E, comme le préfixe, alors que normalement, le suffixe signifiant habitant est simplement K. Donc, Mandeka devrait pouvoir signifier les habitants du Mandé et non Mandinka. Bueno, es importante entonces señalar que Mandinka, que decía antes, procede de una segmentación errónea del término Mande, que son habitantes del país Mande. Entonces, el Sigismund Kohl en sus investigaciones analizó la NKA como sufijo, mientras que el sufijo que significa habitante es simplemente KA, K, y no NKA. Voilà. Donc, ça c'est l'origine. Maintenant, l'ère géographique. Les langues mandées sont aussi appelées les langues Wangara. C'est une branche de la famille des langues nigéro-congolaises, hein, comme nous avons dit. On les trouve, on les parle au Burkina Faso. On en parle en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. Et même si on regarde, on en trouve dans l'extrême nord du Bénin, on les trouve au sud du Libéria, on les trouve également en Sierra Leone et on avait dit également l'est de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Mais si vous regardez, que ce soit au Libéria, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone, ce sont des langues minoritaires. Hein? C'est comme lorsque nous avons parlé de la langue soninké au Sénégal. Le soninké est parlé au Sénégal, mais le soninké est une langue minoritaire au Sénégal. La lingua franca, la langue principalement de communication, c'est le Wolof. C'est la même chose que nous avons également en Gambie, hein, où le Wolof, le Diola et le Mandinka sont effectivement des langues qui ont des statuts variables. Bueno, aparte de su antigüedad, vamos a hablar de su área geográfica. Estas lenguas Mande, también conocidas como lenguas Wangara, son unas ramas de la familia de lo que decía antes, ¿no?
del Níger-Congo se hablan en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en Gambia, en Guinea-Bissau, en Mali, Mauritania y Senegal. También se hablan en muy escasa medida en el extremo norte de Benín, Liberia y Sierra Leone. De todas maneras, como lo que había comentado con la familia, con las lenguas la lengua soninke, depende de la zona, se habla más, depende de una zona, se habla menos, como el caso del soninke en Senegal. Oui. Donc, après l'ère géographique, on comprend aussi que cette famille, c'est l'ensemble des langues mandingues, hein, avec ses variantes. Les variantes qui se comprennent. Par exemple, le Bambara, lorsque vous parlez Bambara, le Bamankana, vous pouvez comprendre le Djoula. Il y a des familiarités. C'est comme également le Malinké qui sont à l'est de Kita ou de l'ouest des Maninka. Donc, ce sont des langues qui sont à peu près proches et qui sont dans la même famille, n'est-ce pas? Bueno, estamos hablando de las lenguas que forman parte de una misma familia en relación con su área geográfica, ¿no? Esta familia incluye todas las lenguas maningas que forman un continuo lingüístico y cuyas variantes más distantes siguen siendo mutuamente inteligibles, ¿no? Bambara sería Bamanakan, Yulakan, Malinké en el este, Kita y por el oeste Maninka o Maningo. Voilà. C'est aussi la même chose avec d'autres langues proches comme le soninké, hein, ou le bozo, le mandé, ou le soussou que nous retrouvons surtout en Guinée. Il y a également le djalonké ou le san qui appartiennent à la même langue, à la grande famille des mandingues avec des variations qui font que certaines peuvent présenter des proximités, le corpus, et il y a un corpus commun qui fait que en faisant des efforts de compréhension, on peut arriver facilement à se comprendre. Por lo tanto, hay similitudes en estas lenguas, lo cual puede pasar también con el soninke, el bozo, el mande, el susu, que se habla en Guinea, o el yalonque, ¿no? O el san. Son lenguas que haciendo un poco de esfuerzo se puede entender. Voilà. Donc, o ensuite, hay posibilidades de entenderse cuando alguien habla dentro de esta familia de las lenguas mande. Voilà. Maintenant, on en revient à au nombre de locuteurs. Nous avions dit qu'il y avait 30 à 40 millions de locuteurs mandingues. Et je compare ça un peu avec les locuteurs soninké. Hein? Nous avons vu ça la dernière fois, nous avons près de 2 millions de gens qui parlent soninké. Donc, parmi les 30 à 40 millions de Mandinka, il y a ceux qui parlent le soninké, qui sont à peu près 2 millions, qui sont principalement au Mali. Hein? Au Mali, c'est le pays où il y a le plus de soninké. Nous les retrouvons au Sénégal, nous les retrouvons en Gambie, nous les retrouvons également en Mauritanie. Sans compter qu'il y a celles que l'on retrouve, la communauté immigrée, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, en Amérique, tout comme actuellement, vous êtes en Espagne et vous parlez le soninké. Donc, vous faites partie de cette grande diaspora soninké qui parle le soninké à travers le monde. Bueno, volviendo en lo que decía, habían 30 a 40 millones de esta misma familia lingüística mande. Si lo comparamos a la gente que hablan soninké, aquí estoy hablando de que hay más de 2 millones. Les podemos ver en diferentes países de África. En Mali hay mucha gente que habla soninké, unos millones de personas. En Senegal hay, en Gambia hay, en Mauritania hay.
Y si añadimos las comunidades de inmigrantes, sobre todo que están por África, Costa de Marfil, Europa y América, y por qué no vosotras, como gente que hablan la misma lengua soninké, estando por Cataluña. Voilà. Et ensuite, comme on l'a vu, le soninké, tout comme les langues mandées, est reconnu comme langue nationale au Sénégal et au Mali, ainsi qu'en Mauritanie. Hein? Por lo tanto, es importante señalar el estatuto de la lengua, el soninké, está reconocido como lengua nacional en Senegal y en Mali, y en otros países, en Mauritania también, sí. Et on retrouve le soninké dans les langues, dans les programmes d'alphabétisation, dans les différents pays, dans les programmes scolaires où on expérimente les langues nationales. Il y a également le soninké, et le soninké est beaucoup utilisé dans les radios, notamment dans la région de Caille, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Donc, c'est dire que le soninké, à l'image des langues mandées, est une langue en extension. Por lo tanto, el soninké es una lengua que se habla en diferentes espacios, es una lengua que se utiliza, aparte de ser lengua reconocida en estos países que decía, está utilizada como en los programas locales de alfabetización, así como en las escuelas bilingües experimentales, sobre todo en Mali. También se utiliza en la radio, sobre todo en las emisoras locales de la región de Caille, en Mali, Mauritania y Sénégal. Voilà. C'est exactement aussi cette même extension qui nous permet de voir l'extension de la langue, des langues mandées, et qui nous permet de voir quels sont les traits caractéristiques. Un des premiers traits caractéristiques, c'est que c'est une langue en extension. Elle est en extension, et si on regarde sa progression, elle a progressé vers le sud avec le dessèchement du Sahara dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, ça c'est le Por lo premier. tanto, es importante hablar de uno de los rasgos importantes o características sería la expansión actual de las lenguas mandingas, que es el resultado de desplazamiento de la población hacia el sur a medida, bueno, en el sur de Sahara. Y eso tiene que ver en el 4 milenio antes de Jesucristo. Donc, la première phase dans l'extension, c'est avec le dessèchement du Sahara, l'extension dès le 4e millénaire. Et plus tard, avec l'Empire du Mali et les conquêtes de l'empereur du Mali, Soundiata Keïta, au XIIIe siècle, il y a là, les Mandingues vont jouer un rôle très important dans les circuits commerciaux de l'Afrique de l'Ouest. On les trouve partout, et c'est comme ça que les langues mandingues vont devoir se répandre. Por lo tanto, más tarde, cuando estoy hablando de esa expansión, viene a ver con el imperio maliense a través de las conquistas del emperador, sobre todo en el siglo XIII, y del considerable papel desempeñado durante siglos por los mandingas o los mandingos en el comercio de África de Oeste, África Occidental. Donc, c'est une langue dynamique qui est restée dynamique et qui a surtout suivi le commerce. Premièrement. Es una lengua muy dinámica, pero aparte de eso también sigue también las rutas comerciales. Nous allons voir comment les langues sont classifiées. Nous allons constater deux choses. Dans la classification, les chercheurs ne sont pas d'accord sur la classification. C'est-à-dire les grands groupes. Comment on divise les langues, les grands groupes. Ce sur quoi ils sont d'accord, ce sont les sous-groupes. On va y revenir. Donc, premièrement, c'est d'abord la classification qui fait l'objet de controverses. Et comme je vous avais dit, ceux qui ont davantage, les chercheurs actuels sur lesquels nous nous fondons sont pour l'essentiel des Européens. Et de la Fosse, c'est un linguiste français, c'était un administrateur français en Afrique de l'AOF, et il s'est intéressé aux langues. Il a fait des publications sur les langues. Avant lui,
FEDER aussi avait publié dans les langues. Les administrateurs français, tout comme les administrateurs anglais, se sont intéressés aux langues et ont publié. Donc, la première classification, elle date, c'est celle qui a été effectuée en 1901 par Maurice Delafosse. Et Maurice Delafosse distingue deux groupes. Un groupe nord qu'il appelle Mandé Tan et l'autre groupe au sud qu'il nomme Mandé Fou. Bueno, en relación con los rasgos distintivos que decía o la clasificación controvertida, que han habido problemas, vuelvo a deciros que los investigadores que hemos conocido trabajando temas lingüísticos han venido en general de Europa. El primer intento real de clasificar las lenguas mandé fue realizado en el año 1901 por el lingüista francés Maurice Delafosse. Delafosse distinguió dos grupos, uno en el norte al que llamo Mandé-Tan y otro al sur que él llamó Mandé-Fou. Vous voyez bien que la distinction se situe entre le le terme temps, utilisé par les gens, ceux qui parlent la langue dans le nord pour désigner le nombre 10, alors que pour les langues du sud, ce terme se dit fou, le terme fou. Donc, c'est à partir de la distinction entre une différence d'appellation du nombre 10 qu'il classifie ceux qui habitent au nord et qui parlent les langues mandées et ceux qui habitent au sud et qui parlent en même temps de langue mandée avec quelques différences. Por lo tanto, podríamos notar que la distinción se debe a que las lenguas del norte utilizan el término tan o tan para designar el número 10, mientras que las del sur emplean el término fou. Ya vemos un poco la diferencia entre estos dos lugares, ¿no? El norte y el sur, diseñando el término que sería tan o fou, pero que representa el número 10. Voilà. Perdón, tengo una pregunta. Digas. Ya hay cuestión, profesor. D'accord. De la anterior diapositiva, ¿quiénes serían los pueblos que utilizan el término fu? Por ejemplo, porque tan, yo sé que los Maninka, los Bambara, los Soninké dicen tan para decir número 10, pero ¿quiénes dirían fu? Por ejemplo. En fait, elle aimerait savoir les groupes ethniques ou linguistiques utilisent le fou au lieu de temps, parce qu'ils disent peut-être les Soninké et les Bambara disent temps. Mais qui utilisent parmi ces groupes le fou? On va voir un peu plus bas les groupes. Hein? Et on va revenir. Je retiens cette question et on va y revenir. C'est ce qu'il appelle. Le respondré después. Ya volvemos a esta pregunta. Vale, de acuerdo. La reservo de un momento. On va voir les groupes du Sud. Cuando hablaremos de los grupos del Sud. Voilà. Sí. Donc, après Delafosse, nous avons en 1924 Louis Toxier, hein, qui n'est pas d'accord avec cette distinction en disant que ce n'est pas fondé. Et pour lui, il y a un troisième groupe qu'il nomme les Mandébou. Hein. Donc, ce ne sont pas simplement les deux groupes notés par Delafosse, mais il estime que il y a également les Mandébou. Et nous allons retrouver ce point de vue en 1953 avec André Prost, qui propose de séparer les langues avec le groupe Est et Sud et les langues du groupe Sud-Ouest. Ok. Bueno, después de el argumentario de Maurice Delafosse, en 1924, Louis Toxier señaló que esta distinción carecía de fundamento y que existía al menos un tercer subgrupo o grupo
al que denominó Mandebú. Este punto de vista fue retomado también en 1953 por André Prost, que propuso separar las lenguas de los grupos este y del sur de del grupo suroeste, pardon. Voilà. Et ensuite, on continue toujours dans la controverse. Alors, donc, de 2 groupes, on passe maintenant à 3 groupes. Hein? Donc, cette séparation en 3 groupes, on retrouve ça également dans les travaux de William Wellner, qui a publié en 58 une étude basée sur la glottochronologie, c'est-à-dire comment la langue, c'est l'évolution, c'est l'analyse d'une langue, comment la langue évolue en fonction de la prononciation. Entonces, pasamos de 2 grupos a 3, siguiendo la clasificación controvertida. El principio de la separación en 3 grupos también fue apoyado también por William Wellmer, que publicó en 1958 un estudio basado en el método glottocronológico, es decir, análisis de la evolución de las lenguas según su pronunciación. Et c'est toujours cette même classification que nous retrouvons avec Joseph Guenbert en 63 et Galtier. Et on a toujours l'idée d'avoir une classification en 3 groupes, le nord-ouest, le sud et l'est. Et quand on va voir les familles, nous allons voir comment ces langues, le nord-ouest, sud et est se retrouvent. Bueno, esta clasificación controvertida seguirá con otros investigadores como el Joseph Greenberg, que siguió esta clasificación, y también hay Gaultier, otro en 1980, adoptaron una clasificación en 3 grupos, y eso lo volveremos a ver con las diferencias que han habido. Voilà. Et enfin, avant ça, nous avons 2 autres. D'abord, il y a une autre classification qui intervient en 1997, qui, au lieu de 3, passe à 4 sous-ensembles, hein, en les regroupant 2 par 2. Est et sud-ouest d'une part, sud-ouest central, qui est le plus important, et c'est là où l'on retrouve les langues mandingues, et la partie nord-ouest d'autre part. Donc, on passe de 3 à 4 sous-ensembles. Por lo tanto, se pasará de 4 à combien de sous-ensembles? 4. Ouais. De 2 à 4, non? Voilà. On était parti de 2 à 3 et maintenant oui. On est à 4. Exactement. Estábamos hablando de 2 a 3, ahora estamos a 4 con la clasificación en 1997 que pone aquí el investigador Castenholz, que pusiera comprende 4 subgrupos agrupados en 2 en 2, este y suroeste, centro-oeste, que es centro-oeste, que es el más grande, que incluye todas las lenguas mandingas y también el noreste. Entonces, aquí estamos hablando del este, suroeste, centro, suroeste y el noreste. Voilà. Et enfin, voilà. La classification la plus récente, la plus récente, c'est celle qui a été faite par Valentin Védrine en 2009. Hein. Elle est partie sur les travaux précédents, hein, et elle confirme la classification en 4. Hein. Valentin Védrine, elle est américaine, elle enseigne à l'université de Florida. Hein, et cette classification présente l'avantage montre les différences chronologiques qu'il y a entre les principales langues du groupe.
Y bueno, para acabar, hay una de estas clasificaciones más recientes, es la de Valentin Vidrin en 2009, que se basó en las investigaciones anteriores, reconociendo las 4 clasificaciones que tiene la ventaja de presentar las distancias cronológicas entre las principales lenguas de cada grupo. Oui. Vas-y. Voilà. Alors, donc c'est selon cette classification de Vidrine qui utilise la même méthode, c'est-à-dire l'analyse de la chronologie à partir du son, comment cela est prononcé. Et ça a été inventé par Sergei Starostin, hein, et qui confirme l'ancienneté. Nous sommes à 5300 ans, hein, et dans ces 5300 ans, il y a un regroupement en 2 grandes branches chronologiques, hein. La branche ouest, et dans la branche ouest, il y a les groupes Manding, Mokolo, Vaikono, Yogo et sud-ouest. Et c'est là où nous trouvons les Soso, les Dialonké, les Soninké, les Bozo, les Bobo, les Samongo. Donc ça, c'est la première grande branche. Et la deuxième grande branche, c'est la branche sud-est, avec les Dan, Goro, les Toura, Yoré, Mano, Van, Wa, Ben, Ban, et l'est, San, les Bissa, Bouja, Boyo, Bokomo, Kenya, Sanga. Donc on retrouve les 4, mais les 4 sont subdivisés en 2 sous-groupes, la branche ouest et la branche sud-ouest, qui constituent une sous-branche, et puis la branche sud-est et la branche est. Bueno, la clasificación más reciente, como decía antes, es bueno, sobre la familia Mandé, es de Vidrin, y se basa en el análisis de los sonidos, ¿no? Que decía de Sergei Starostin. Según esta clasificación, la familia Mandé tiene unos 5300 años de antigüedad, y sus 2 ramas principales son, por el oeste, grupos como grupos Mandingo, Mokole, Baikono, Yogo, al sur-oeste, Soso, Yalonke, Soninke, Bozo, Bobo y Samago. Y en el sureste tenemos al sur, bueno, como subgrupo, Dan, Guro, Tura, Baure, Mano, Wan, Mwa, Ben, Geban. En el este, San, Bisa, Busa, Boko, Boko Baru, Kenga y Sanga. O sea, para la división de los que hay dentro de estas 2 ramas principales, hay subgrupos dentro. Voilà. Et donc, on voit la classification en grand groupe qui est controversée. Mais ce qui est plus intéressant, et on va y revenir dans le détail, c'est comment on les classe en sous-groupes. Et cette classification en sous-groupes, elle est largement acceptée, hein. Nous allons voir que aujourd'hui, on distingue 11 sous-groupes de langue mandé, hein. Donc, si on prend les macro-groupes, est-ce qu'on peut les regrouper en 2 grandes catégories, en 3 ou en 4? Les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Et la recherche permettra d'établir peut-être qu'est-ce qui est le plus vraisemblable. Mais au moins, on s'accorde sur une chose, il y a 11 sous-groupes de langue mandé et nous allons voir ces sous-groupes. Exactamente, pues a partir de la clasificación controvertida entre lo que hicieron los investigadores, hay 11 subgrupos que aquí se pueden decir que hay más o menos consenso. Y bueno, la mayoría de los autores coinciden en que existen 11 subgrupos de las lenguas mandé. Voilà. Et le grand groupe, le premier groupe, le groupe Manding,
c'est le groupe le plus important, hein, si on considère le nombre de personnes qui parlent en même temps que l'extension géographique. Il y a vraiment un continuum, hein, qui permet de voir qu'il n'y a pas de limite claire, hein, entre les langues. Il y a une tendance à considérer toutes les variétés mandingues comme des dialectes d'une seule et même langue. Donc, le mandingue, il est à peu près parlé, qu'on le retrouve au Mali, qu'on le retrouve au Burkina Faso, en Gambie, en Casamance, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Il y a quelques variations, mais pour l'essentiel, la langue mandingue reste la langue mandingue et c'est la langue la plus importante dans le groupe mandingue. Bueno, es importante entonces resaltar que el grupo mandingo o mandeng es el más numeroso, se habla en muchos países, en la zona, en Mali, Senegal, Gambia y Guinea. Y aquí vemos también el número de hablantes como por su extensión geográfica, ¿no? Lo que le permite que hayan más gente que hablan dentro de este grupo es el mandeng. Voilà, ça c'est le premier groupe. Ensuite, O sea, eso sería el primer grupo. Alors, le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe Mokole, hein, où l'on voit il y a plusieurs langues, mais qui sont des langues minoritaires, hein, qu'on le trouve en Guinée, le kakabé, le lélé, le makiforé, ou le koranko, qui est parlé aussi en Sierra Leone, n'est-ce pas? Il faut dire que ce sont ces langues étaient parlées également dans le Fouta Djallon, mais avant la conquête Peul. Mais lorsque les Peuls ont conquis le Fouta Djallon est devenu le terrain, le territoire où l'on parle davantage le Peul. Donc, les langues qui étaient parlées dans ces territoires sont devenues des langues minoritaires. Donc, ça, c'est le deuxième groupe, le Mokole. Entonces, el primer grupo ya sabemos que es el mandingo o mandinga. El segundo grupo es el Mokole. El grupo Mokole incluye varias lenguas minoritarias de Guinea que tienen varias variantes, Lele, Kakabé, Mijifore, así como el Karanko. El Karanko también se habla en la zona de Sierra Leone. Los hablantes de estas lenguas ocupan sin duda zonas mucho más extensas hacia algunos siglos, sobre todo en el Fouta Djallon. En el Fouta Djallon, antes de la conquista de los Fulanis o Peul. Donc ça, c'est le deuxième groupe. On passe au troisième groupe. Sería el segundo grupo. Ahora pasaremos en el tercer grupo. Alors, ce troisième groupe et le quatrième groupe, c'est le groupe Waikono, que l'on retrouve au Libéria, en Sierra Leone. Et en Sierra Leone, au Libéria, c'est le Wai. En Sierra Leone, c'est le Kono. Donc, ce pourquoi on les met ensemble, le Waikono, qui est une langue mandé que l'on trouve au Libéria et en Sierra Leone. Por lo tanto, el tercer y el cuarto grupo, el tercero sería el grupo Vai-Kono, e incluye el Vai hablado en Liberia y Sierra Leona, y el Kono hablado en Sierra Leone. Voilà. Et le quatrième groupe, c'est le groupe de Djogo-Djeri, qui est très dispersé et qui est aussi une langue très minoritaire. On ne compte que quelques milliers de locuteurs. Bueno, también el cuarto grupo sería el grupo Djogo-Djeri, que está muy disperso y también una lengua muy minoritaria con unos pocos miles de hablantes. Et ce sont deux langues que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, ou au Burkina Faso.
on retrouve le blé au Burkina Faso dans un seul village. C'est dire simplement que c'est vraiment très limité du point de vue de son extension. O sea que estas dos lenguas también se encuentran, se hablan en Costa de Marfil, en Ghana y también el blé. El blé se habla solamente en un pueblo en Burkina Faso, en un único pueblo en Burkina Faso. Nous allons passer le cinquième groupe. Pasaremos al quinto grupo. C'est le groupe Soussou Diaronké. Hein, et là, nous avons deux langues qui sont considérées comme les dialectes d'une même langue. Hein. Le Soussou, qui est parlé en Guinée, hein, c'est l'une des trois langues nationales en Guinée et en Sierra Leone, le Soussou. Et il y a le Diaronké qui est minoritaire, qui dérive du Soussou, que l'on trouve à la frontière entre le Sénégal, le Mali et la Guinée. On trouve également le Diaronké en Sierra Leone également. Bueno, el quinto grupo, como decía antes, es el Susu Diaronké. Este grupo Susu Diaronké comprende dos lenguas que a menudo se consideran dialectos de la misma familia. El Susu se habla en Guinea, así en Sierra Leona, y el Diaronké se habla en una minoría mucho más reducida y muy disperso bueno, una lengua muy dispersa a lo largo de Senegal, bueno, de las fronteras de Senegal, Mali y Guinea. Y también en Sierra Leona. Et le septième groupe, c'est le sud-ouest et le Soninké Bozo. Il y a d'abord ce qu'on appelle le groupe du sud-ouest, où... professeur, ça ne serait pas le sixième groupe? Hein? Ce serait le sixième peut-être, ou bien le septième? Je crois que c'est le septième. De toute façon, okay. Il y en a, voilà. El septimo, ok, c'est bon. Voilà. Donc, il y a le groupe, le sud-ouest, hein, où on voit, où le mandé est parlé en Sierra Leone. En Sierra Leone, ça prend le nom de Pelé. Il est parlé également au Libéria et en Guinée. Et il y a plusieurs langues minoritaires de ces trois pays, que ça s'appelle le Loko, le Bandi, le Loma, qui sont tous des variantes qu'on regroupe dans le groupe sud-ouest. En fait, el séptimo, bueno, hablando del séptimo grupo, el suroeste, el Soninko Bozo, este grupo en el suroeste incluye el Mande, hablado por Sierra Leona, y el Pele, o Kepele, hablado en Liberia, en Guinea, y así como varias lenguas minoritarias en estos tres países, el Loko, Gambi y Loma. Voilà, et nous avons le Soninké maintenant, le Soninké qui englobe aussi une variante de dialecte, le Bozo. Hein, le Soninké, comme vous le savez, c'est la langue de l'empire du Ghana, hein, qui est aujourd'hui principalement parlée au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie. Hein, et vous avez le Bozo, qui est une variante de Soninké que l'on retrouve au Mali, hein, qui est très proche du Soninké. Ok, también tenemos el otro grupo que es el Soninko Bozo. Es el Soninké, que es una lengua del Imperio de Ghana. Actualmente es una lengua hablada principalmente en Mali, en el sureste de Senegal, Mauritania y Gambia. El Bozo es un grupo de este dialecto malienses también, uno de los dialectos malienses relativamente similares. Voilà, et ensuite, nous passons au groupe, le groupe Bobo, hein, le Bobo, qui est surtout parlé au Burkina Faso,
le Bobo, dans la partie ouest du Burkina Faso. Nous avons également le groupe Samongo, hein, que l'on retrouve, qui est une variante du Bobo, que l'on retrouve au Mali et au Burkina Faso, et qui sont dans la langue de la famille des Bobo. Si no me equivoco, el noveno y décimo grupo serían el Bobo y el Samogo. El grupo Bobo comprende una sola lengua. El Bobo se habla en el oeste de Burkina Faso. El grupo Samogo, bueno, también se habla en la zona de Mali y Burkina Faso. Et ensuite, on passe au groupe Sud et le groupe Est. Et le groupe Sud et le groupe Est. Et dans le groupe Sud, nous sommes en Côte d'Ivoire et au Libéria. Et là, il y a plusieurs langues ivoiriennes de moins d'importance que l'on retrouve là-bas, le Yokuba. Et dans le groupe Est, c'est là où également où il y a des petits groupes. Il y a deux langues du Burkina Faso, le Samon et le Biza, ainsi que les langues Boza, qui sont des langues qui sont parlées à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Bueno, aquí tenemos el último grupo, que sería el grupo de sur y el grupo este, el grupo sur y el grupo este. El grupo sur incluye, bueno, se habla en Costa de Marfil, en Liberia, así como otras lenguas marfileñas de menor importancia. El grupo este está claramente aislado geográficamente de los demás grupos. Incluye dos lenguas de Burkina Faso, el Samo y el Bisa, así como todas las lenguas Busa habladas en la frontera entre Benín y Nigeria. Ensuite, vous voyez donc, nous avons passé en revue les 11 groupes linguistiques. Por lo tanto, hemos podido ver las 11 grupos lingüísticos que acabo de explicarles. Et ce qui se dégage comme conclusion, c'est qu'il y a une communauté linguistique très dynamique. Por lo tanto, como podéis ver, hay una comunidad lingüística muy dinámica. Et si on regarde, c'est la partie du Sahel occidental. C'est la partie. Y eso se encuentran en la región saheliana occidental o saheliana oeste. Voilà, presque du Sénégal un peu vers la Côte d'Ivoire, en passant par le sud, avec le Libéria, la Sierra Leone, une partie du Nigeria. C'est ça que l'on retrouve. Et, por lo tanto, refleja todo este área geográfica desde Senegal, Mali, Nigeria, más o menos. Et l'on constate la grande variété du monde mandé. Por lo tanto, hay una, bueno, también se caracteriza por una gran diversidad de las lenguas mandé. Voilà. Donc voilà en introduction ce que je voudrais partager avec vous. Et nous allons commencer les questions. Et Mariama, je pense que vous avez trouvé votre réponse avec la présentation des groupes du Sud ou du groupe Est. Bueno, más o menos es lo que quería explicaros. Yo creo que Mariama, has podido encontrar los grupos que le decía por la parte del este, sur-sureste. Uy, bueno. Voilà. D'accord, merci beaucoup, professeur, pour la présentation et pour partager toutes les informations avec nous et avec le groupe que, comme tu as vu, c'est un groupe très intéressé avec l'histoire et les cultures soninké.
on va fer un petit espaç per fer de qüestions o dubtes. No sé si algú de vosaltres té alguna pregunta o algun dubte o alguna cosa que voldríeu que desenvolupés més en algun moment el professor. Jo tinc una pregunta per ell. Era si ens podria recomanar bibliografia per... D'accord. En fait, Jainabou a une question, professeur. Elle demande si elle peut avoir la possibilité d'avoir une bibliographie. Il n'y a aucun problème. Je vais compléter la présentation en vous mettant une bibliographie qui est disponible, que vous pouvez consulter, que ce soit en français et surtout en anglais. No, no hay ningún problema. Intentaré en la presentación poner una parte de bibliografía que sería quizás en francés o en inglés. La presentació també us la compartirem en català i castellà, d'acord? Així també la podeu tenir a mà. Vale, gràcies. Merci, professor. Merci. Mariamo? Sí, jo tenia una pregunta. Encara, bueno, hi ha idiomes com el soninquè que tenen escritura, però que molts s'han perdut. I jo, per exemple, un avi meu em va dir que tenia diaris i això de l'escriptura, no? Soninquè, però voldria saber si encara d'alguna d'aquestes llengües mandé que ens ha presentat avui, si encara tenen això, escritura. En fait, elle demandait si ces langues on peut les écrire, quoi. Parce qu'un de ses grands-pères la disait que peut-être il y a une possibilité d'avoir l'écriture de ces langues quelque part. Oui, la plupart de ces langues sont maintenant transcrites. Hein? Elles sont transcrites. Le soninké, par exemple, fait partie des langues nationales qui ont été transcrites, qu'on le retrouve au Sénégal ou ailleurs. Maintenant, il y a des sous-langues qui n'ont pas encore atteint ce niveau de transcription que l'on aurait souhaité. Mais en tout cas, au moins les grandes langues du groupe Manding sont des langues qui sont transcrites, donc on peut parfaitement les lire et c'est transcrit en caractère latin. Sí, es verdad que hay lenguas como el soninké tiene una escritura ahora, pero hay subgrupos que todavía no, pero sí que se puede encontrar alguna cosa y con las letras latinas. Algú té algun comentari més que vulgui fer? Jainabou? Sí, o sea, a mi m'agradaria saber si què pensa el doctor Fall. Potser és una miqueta atrevido, però com han impactat en la... Perquè hi ha molta gent, no sé si ho heu detectat, que hi ha molta gent que últimament per als processos de globalització com que barreja una miqueta les llengües mandés amb el francès o amb l'anglès. I quina opinió té ell en relació amb això? És una opinió... O sigui, si no vol respondre, tampoc passa res. Però... Bon, elle voudrait savoir votre opinion, professeur, sur l'impact de la globalisation sur le fait d'utiliser la langue, les langues mandées, en y mettant d'autres langues comme le français ou l'anglais. Quelles sont vos impressions ou quel impact ça peut faire sur l'avenir de ces langues? Oui, je pense que on peut dire que les langues, que ce soit les langues nationales, vont tendre vers ce qu'on appelle la créolisation. La créolisation, c'est le fait que on part du noyau de la langue, mais avec une addition de concepts empruntés dans les autres langues, que ce soit le français, que ce soit l'anglais ou l'espagnol ou le catalan, dépendant du milieu où vous vous trouvez. Par exemple, si vous habitez en catalan, vous avez vos enfants, en famille, vous leur parlez
la langue mandingue ou le soninké, hein, pour les amener à s'approprier leur langue, il va sans dire que pour parler d'ordinateur, de computer, hein, vous n'allez pas trouver l'équivalent dans la langue soninké, mais vous allez emprunter le terme ordinateur ou computer tel que c'est dit en catalan, et c'est ça que vous allez intégrer dans la langue soninké. Donc, c'est cette tendance d'emprunt, hein, qui est une tendance remarquable, mais de mon point de vue, qui est inévitable. Parce que si vous regardez toutes les langues, beaucoup de langues empruntent, n'est-ce pas? Je vous donne l'exemple parler le Wolof, le savon. Hein? Le savon, c'est en français. Mais si vous le retrouvez en Wolof, on va vous dire sabou. Hein? Sabou, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que quand le savon et les gens s'approprient le terme savon, ils forgent un terme proche. C'est ça qui fait que tu vas retrouver la famille, les dérivatifs du terme en fonction des emprunts qui sont faits. Sí, Jenabu, eso puede pasar, pero no es nada grave porque eso depende de cada persona en el lugar donde vive. Por ejemplo, la lengua mande o el soninké puede salir de su núcleo para coger conceptos de otras lenguas, como en el inglés o en el castellano. Por ejemplo, alguien que vive por Cataluña, cuando habla en familia, puede utilizar la palabra ordenador, que no lo tendrá igual en su lengua, en el soninké, que en este caso, lo dirá en catalán, lo cual, bueno, forma parte del juego de las lenguas, pero que no es nada mal. Eso también podría poner un otro ejemplo, que es el jabón. El jabón, por ejemplo, los Wolof en francés es savon, pero cuando los Wolof hablan dicen savon, lo cual, bueno, este hecho pasará ahí seguramente, pero no hay nada grave ni nada mal. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que il va y avoir deux langages. Il y a ce qu'on appelle le langage académique et le langage populaire. Et le langage académique, c'est le langage vraiment où il y a le moins d'emprunt possible. Et si vous prenez aujourd'hui le bambara ou le soninké, tel que c'est parlé à Kai ou à Kai ou à Sélibabi, vous allez avoir véritablement un soninké académique avec le moins d'emprunt possible, n'est-ce pas? Mais si vous prenez le Wolof à Dakar, le Wolof est une langue qui est presque si vous regardez dans un discours de Wolof, on peut dire que le tiers est constitué par des termes français, n'est-ce pas? C'est ça que j'appelle la créolisation de la langue Wolof. Exactamente. Sí, utilizo antes, de manera resumida, utilizo la palabra creolización de las lenguas. Es el concepto que ha utilizado. Y dice que se hará como unos préstamos. Pedimos préstamo a otras lenguas para poder completar lo que queremos decir. A este nivel es muy interesante saber que hay el lenguaje académico y el lenguaje popular, lo cual, si alguno se encuentra por CAI, seguramente habrán menos préstamos, menos conceptos que se prestan desde el francés. Pero si es Dakar, igual habrán más palabras que buscaremos en francés bueno, hablando en francés, un tercio de la articulación o del discurso que haremos, si es en Wolof, el tercio sería en francés. Para poner más peso en la creolización de estas lenguas. Alors, et mon opinion, c'est que les deux choses cohabitent.
les deux choses cohabitent. Et si vous avez votre enfant qui grandit dans la société catalane et vous lui avez fait apprendre le soninké, lorsque vous l'envoyez en vacances au village en Gambie ou ailleurs au Sénégal, et qu'il replonge dans la culture, ça lui permet de comprendre la situation, l'ambivalence qu'il y a dans la situation, et aussi de se ressourcer et aussi de maintenir toujours sa langue. No, yo creo que mi opinión, hay una ambivalencia y también algo importante que es la convivencia entre estas lenguas. Por ejemplo, si manda a su hijo en Gambia, a la hora que vuelva por Cataluña, tenía una manera de ver diferente o la suma de lo que ha aprendido en su lugar de origen o de sus padres con lo que aprende en su lugar de acogida, lo cual suma. Y es una suma de experiencia, digamos. Teniu algun comentari més a afegir? Alguna pregunta, dubte que hagi quedat a l'aire? No? D'acord, doncs, mireu, ara just són les 6, o sigui que és l'hora a la que havíem d'acabar. Avui sí que ho hem quadrat molt, no com l'altra vegada que ens vam allargar. D'accord, professeur Fall, merci. Merci pour le temps, pour la dédication, pour l'information que vous avez partagée avec nous. Pour nous, c'est très, très important d'avoir avec vous l'océan comme on fait aujourd'hui, parce que c'est très difficile de trouver cette information ici, et c'est un problème qu'avec ces projets, on veut solutionner, non? Et c'est tout, c'est tout. J'espère qu'on se retrouve bientôt en Catalogne ou au Sénégal ensemble, avec vous, avec les jeunes, avec toutes les personnes ici. Et merci a toutes les personnes qui han venut aujourd'hui. Gràcies per connectar-vos. Que sapigueu que tindreu també aquesta sessió penjada al web de Joves i Àfrica com la resta de sessions, o sigui que allà la podreu consultar també i podreu fer difusió amb els vostres grups. Així que res, moltes gràcies, i també moltes gràcies a en Bai per la traducció, perquè és una feina difícil, així que gràcies de nou. En tout cas, merci. Merci. Je voudrais remercier mes amis du Sénégal, de la Gambie, et de dire que je suis très impressionné par cette quête de l'identité. Et c'est cela qui me semble très, 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 très important. Il faut connaître vos racines et considérer que c'est un élément de richesse. Et il ne faut pas qu'avec la globalisation, vous perdiez la langue et que vos enfants également perdent la langue. Je pense que c'est très, très, très important d'avoir la diversité culturelle, la diversité linguistique, et c'est ça qui est un élément très, 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 très enrichissant. Donc, je suis très content et pour moi, c'est un grand bonheur d'échanger avec vous et de me rendre compte que il y a dans les préoccupations, il y a cette quête d'identité, ce besoin, par exemple, d'échanges que nous avons et les types d'échanges que nous avons eus avec Lola dans les années 90, avec le Centre d'études africaines de Barcelone, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle génération, et cette nouvelle génération est à la recherche de ses racines, et c'est très intéressant. Merci. Bueno, muchísimas gracias a mis amigas de Senegal, de Gambia, que habéis podido participar, y me ha impactado mucho las ganas de búsqueda de vuestras identidades como enriquecimiento de no perder en la era de la globalización todo lo que podría ayudaros a conocer vuestras lenguas, y también que vuestros hijos, hijas sepan también de sus lenguas. Eso me recuerda a los años 80, creo, ¿no? Que estuve trabajando con la Lola en todos estos temas. No, 90, no me pongas 10 años 90, de más, perdón. 90 para
para que ayude a entender que la identidad es una cosa muy importante que siempre sumando podríamos ir creciendo. Gracias y muy contento de haber estado con vosotras.